accordé. On est parti. Ah si, si. J'ai même un master en Guinée. Là. De retour dans l'Africa Newsroom, Abdoulaye Diawara, juriste et enseignant-chercheur à l'Université de Reims, Marc M.V. Bekale, maître de conférence à l'ULIT de Troyes, Djemal Taleb, éditorialiste, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Suite aux barrières douanières que Kigali impose aux vêtements et chaussures de seconde main venant des États-Unis afin de protéger son marché et doper la production locale. La réponse de l'administration Trump ne s'est pas fait attendre. Washington vient de décider de suspendre les avantages commerciaux accordés aux vêtements importés du Rwanda. Une décision lourde de conséquences qui lance le bras de fer entre les deux pays. Les explications de Corinne Komze-Fem. Le Rwanda abuserait-il des États-Unis dans le cadre de l'AGOA, l'accord sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique? C'est ce que laisse croire le gouvernement américain qui a récemment suspendu les avantages sur les produits textiles importés du Rwanda. À l'issue d'une enquête menée en 2017 par SMART, l'association américaine de textiles d'occasion recyclés, il avait été établi que les exportations américaines de produits textiles vers le Rwanda de 420 000 $ en 2015 ont chuté à 130 000 $ en 2017, tandis que les exportations rwandaises vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA sont passées dans le même temps de 435 000 $ à 2,16 millions de dollars. Le président estime qu'une suspension de ces avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché des produits américains et permettre au Rwanda de respecter les exigences de l'AGOA. Pour SMART, ce déficit commercial des États-Unis au Rwanda résulte de l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines par le Rwanda. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, à l'instar de la Tanzanie et de l'Ouganda, veulent en effet limiter les importations des vêtements de seconde main afin de booster l'industrie textile locale. Si il y a suspension des vêtements rwandais à l'entrée aux États-Unis, c'est clair que les Rwandais, pour protéger leur économie, et récupérer les pertes dues à cette décision, vont aussi appliquer et augmenter les taxes à l'importation des produits venant des États-Unis. Alors là, c'est très clair, tout ce qui concerne l'automobile, tout ce qui concerne les pièces industrielles vont certainement être enchéries. Depuis sa mise en place en 2000, ce cadre commercial entre les États-Unis et l'Afrique a permis à plus de 6 000 produits de bénéficier d'une franchise de douane de part et d'autre de l'Atlantique. Il est bien géré. Abdoulaye Diawara, quand on connaît l'ultra-protectionnisme des États-Unis, on se dit quand même que le Rwanda a également le droit de protéger son marché, non? En effet, c'est une excellente nouvelle parce que ça peut paraître de prime abord comme étant en tout cas une attitude hostile aux États-Unis, mais ça prouve et ça justifie largement la croissance du Rwanda. Je rappelle que ça presque près d'une dizaine d'années, le Rwanda connaît une croissance de 6 à 8%. Donc c'est un pays aujourd'hui qui connaît une croissance importante parce que c'est un pays qui a son destin en main. Ça veut dire qu'il y a une stratégie de développement. Et donc le fait effectivement de s'opposer ou en tout cas de mettre des barrières à cette industrie-là est une excellente nouvelle. Dans la mesure où ça signifie que le Rwanda souhaite, vous l'avez évoqué, y compris dans le reportage, promouvoir la production locale. Longtemps, la politique qui a été menée dans le cadre à la fois du FMI et dans le cadre de la Banque mondiale, c'est d'inciter la plupart des pays en voie de développement de baisser les tarifs douaniers pour permettre que les produits justement exportés, importés, puissent entrer en tout cas avec des tarifs qui sont tout à fait attractifs. Et donc à cet effet, cela a une conséquence, c'est d'étouffer la plupart les productions locales. Et donc cette attitude du Rwanda montre aujourd'hui que en réalité c'est un État stratège qui met une politique en place et c'est une excellente nouvelle pour le Rwanda. Et donc quid justement des négociations futures, puisque je rappelle que d'autres pays, l'Afrique du Sud avait également été ciblée par les administrations américaines en considérant qu'il y avait une violation justement des accords. Il y a eu des négociations
ensuite nous sommes revenus. Et donc là, il s'agit clairement pour le Rwanda de promouvoir une production locale. Et la promotion de cette production locale ne peut être viable si on limite les exportations textiles américaines, qui en réalité faussent la concurrence à l'interne. Donc c'est une excellente nouvelle pour dire qu'effectivement, les États également, y compris les États africains comme le Rwanda aujourd'hui, sont tout à fait lucides sur ce type d'accord. Je rappelle que c'est un accord qui est asymétrique. Asymétrique parce qu'il y a une forme d'incertitude sur la limitation et en cas de désaccord, rappelez-vous que les États-Unis peuvent unilatéralement suspendre. C'est ce qui s'est passé. Les États-Unis également disposent du pouvoir exclusif de suspendre les clauses. Donc ça signifie que cet accord est à la fois asymétrique, mais vous l'avez rappelé, que les pays profitent pleinement puisqu'ils peuvent entrer en limitant également les tarifs douaniers dans ces marchés-là. Mais je trouve que c'est une excellente nouvelle pour le Rwanda. Djemal Taleb, et ensuite je vous céderai la parole. Moi qui suis un admirateur inconditionnel du président Kagame et qui suis un rwandophone absolument pénitent et engagé, je vois encore une fois que ce pays nous donne des leçons à chaque fois qu'on en a besoin. Il nous l'a donné quand il a fallu vivre nos langues, il nous les donne aujourd'hui quand il faut vivre une économie locale. Souvenez-vous, quand le président Trump a été élu, quel a été son leitmotiv? America first. Ça veut dire américain d'abord. C'est-à-dire que je protège les frontières américaines et le marché américain. Alors, moi, je protège des autres, mais les autres ne vous protégez pas de moi. C'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui est actuellement en guerre avec l'Union européenne pour à peu près les mêmes motifs. Enfin, la deuxième chose, c'est que l'État protecteur par excellence, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est quand même extraordinaire. C'est d'ailleurs les chantres du libéralisme et du capitalisme mondial n'aiment le capitalisme quand ça leur profite. Quand il faut engraisser à coups de subventions leurs éleveurs, leurs agriculteurs, ils n'hésitent pas une seconde. Quand un petit pays, mais un tout petit pays comme le Rwanda, 12 millions d'habitants, essaye de se protéger, c'est un commerce asymétrique. Vous m'avez dit, c'est tombé de 420 millions à 110 millions. C'est ce que les États-Unis vendent au Rwanda. Et les Rwandais, sur lesquels aujourd'hui on est en train de taper pour les punir, vous savez qu'est-ce qu'ils exportent? Le sujet le dit tellement bien. On est à combien? 2,16 millions, c'est-à-dire le pic d'exportation du Rwanda vers les États-Unis. Enfin, il n'y a pas photo. Et donc, le président du Rwanda essaie de protéger son économie, son industrie, contre un géant qui le méprise et qui le regarde de haut. C'est quand même la moindre des choses. Encore une donne des leçons. Et puis, finalement, c'est le pays par excellence qui produit le plus sur le continent africain, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire c'est l'une des croissances les plus élevées. Il n'y a pas de fatalité. Un pays qui ne produit pas n'est pas un pays qui se développe. Un pays qui ne vit que des exportations et de la production des autres ne peut absolument pas espérer ni de la valeur ajoutée, ni de l'emploi, ni de la croissance, ni de la richesse de sa population. Je pense que les Rwandais l'ont très compris depuis très longtemps. C'est probablement l'un des rares pays qui ne possède pas de pétrole, pas de richesse minière ni de sous-sol gigantesque. Ils n'ont que le produit du travail. Beaucoup sur les services. Non, le produit du travail des Rwandais. Ça s'appelle comme ça. Et donc, l'idée de dire nous allons essayer de travailler ce que nous avons de mieux, le coton, l'industrie agroalimentaire de façon générale. Nous allons essayer de nous autosuffire, de vendre un peu à ceux qui veulent bien acheter chez nous, et puis de protéger un tout petit peu notre marché sans être en soi protectionniste. C'est l'un des pays les plus pro-business que j'ai connu sur la région africaine. Et c'est un pays qui protège le mieux les investissements chez eux. Qu'ils se protègent un tout petit peu contre un géant, un rouleau compresseur qui les consomme, qui les bouffe, qui les tue, ça me paraît être une mesure absolument intelligente. Enfin, ça ne m'étonne pas qu'elle vienne du président Kagame. Marc Mvebekale, l'Ouganda et la Tanzanie échappent à la mesure américaine. Ces deux pays ont déjà baissé les droits de douane. Est-ce que le Rwanda pourrait être amené à céder également? C'est là toute la question aussi. Oui, je crois. Mais avant de vous répondre directement, je voulais revenir sur les développements qui viennent d'être faits. Je crois que je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde. J'exprimerai une distance, sinon un désaccord, en ce sens que, bien sûr, le Rwanda a toujours été cité en exemple sur le plan du développement économique en Afrique aujourd'hui, la croissance, etc. On doit quand même se rappeler que le secteur de ce qu'on appelle la friperie, des produits, le textile importé, chaussures et vêtements, c'est un secteur qui a marché au Rwanda
qui utilisent, n'est-ce pas, une certaine couche de la population. Et que la question, me semble-t-il, est assez complexe. Et assez complexe en ce sens que, bon, c'est vrai, on va résister à un pays comme les États-Unis. Il faut avoir des armes. Il faut avoir des armes, il faut avoir des arguments. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, bien sûr, le Rwanda a le droit, n'est-ce pas, de protéger, de prendre des mesures prohibitives pour protéger son marché. Encore faut-il que l'industrie du textile rwandaise soit à même de satisfaire les besoins du marché rwandais, dans un premier temps. Et puis il y a la question véritable de la compétitivité, justement, de ce qui est produit au Rwanda. Pourquoi? Parce que si les Rwandais sont attirés par les produits américains, par les produits de seconde main américains, la friperie, etc. C'est quand même en lien justement avec le pouvoir d'achat, etc. Parce que quand on lit les témoignages, on se rend compte que tout le monde, tous les Rwandais ne sont pas totalement satisfaits des mesures qui ont été prises. Alors effectivement, il y a beaucoup de réticences. De réticences parce que, on le disait tout à l'heure, il y a aujourd'hui émergence d'une classe moyenne au Rwanda, mais il reste également des couches populaires qui n'ont pas accès à certains produits. Et ce qu'on constate également dans le processus de développement en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parfois les produits locaux n'arrivent pas à trouver un marché, ne sont pas compétitifs, tout simplement parce que la majorité de la population ne peut pas y accéder. Voilà un des problèmes qui se posent. C'est pour ça que je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, lorsqu'on a une industrie à développer, il faut la protéger, mais malheureusement, il y a aussi le contexte qui fait que on peut d'ailleurs se demander, même avec Barack Obama, est-ce que les États-Unis auraient réagi différemment? Certes, il est vrai que la posture ou la position idéologique d'un Donald Trump, c'est de protéger d'abord les intérêts américains, mais il reste que dans cette affaire, je pense que il fallait bien évidemment aussi mesurer les rapports de force, qui malheureusement pour l'instant ne servent pas. Vous ne trouvez pas que sur le continent africain on le fait beaucoup? Pardon? Vous ne trouvez pas que sur le continent africain on le fait beaucoup et à force de mesurer les rapports de force? Non. Vous ne trouvez pas que nos chefs d'État, ce qu'on leur reproche en général, c'est justement à trop mourir de prendre peu de risques, on n'en prend jamais et que finalement on subit on va pas rester dans les généralités. Il faut parler en termes de marché. Prenons le marché. C'est ça. Sur le marché. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut prendre le marché. Abdoulaye Diawara, que j'ai très peu entendu. Abdoulaye Diawara, je vous en prie. Alors, un mot. Rappelez-vous, il s'agit de soutenir la croissance rwandaise dont vous avez loué les mérites ici. Le patriotisme économique. À partir d'un secteur. À partir d'un secteur, il y a d'autres secteurs également. Rappelez-vous, il y a une production locale qui est très forte. On a parlé de l'industrie agroalimentaire qui est très puissante. Mais sur le textile, il s'agit également de promouvoir. Il ne faut pas qu'on fasse des généralités. Je vous en prie. Sur le textile, j'insiste sur le textile, il s'agit de promouvoir, de faire du patriotisme économique en réalité. Le patriotisme économique, les Rwandais ne sont pas opposés à soutenir justement cet élan économique qui est formidable. Donc il s'agit de favoriser également l'émergence. Rappelez-vous, il y a une pratique, il y a un précédent qui est là. Le précédent, c'est que c'est l'industrie de la friperie qui dominait totalement le marché. Donc pour permettre l'émergence, il faudrait les conditions de cette les conditions d'émergence, c'est également la promotion du local. Est-ce que ce ne serait pas dans un premier temps de casser la concurrence déloyale? Concurrence déloyale parce que de protéger le marché. Protéger le marché notamment en favorisant l'industrie locale. Et pour ça, il faut limiter les exportations américaines qui inondent le marché. Vous allez prendre un point de vue ultralibéraliste, mais je dirais qu'il faudrait que le marché soit à même de réguler justement la problématique commerciale. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que si les produits américains, la friperie américaine se vend bien au Rwanda, c'est parce qu'elle trouve un marché. C'est
ce marché-là que les produits locaux doivent conquérir. Et c'est là où il faut travailler. Il faut y travailler. Il faut tout simplement y travailler. Très bien, posez-vous deux questions. La première question, est-ce que le marché américain est lui-même protégé, oui ou non? La réponse est oui. Deuxième chose, est-ce que le producteur de coton américain lui-même est ultra protégé et gavé de subventions? La réponse est oui. Troisième chose, c'est que quand vous êtes un petit pays comme le Rwanda et vous n'avez d'autres possibilités en réalité que de protéger comme les géants le font, vous n'avez d'autre choix que de le faire. Parce qu'en définitive, l'ambition du Rwanda et du Rwandais, j'en aurais fini si vous le permettez, l'ambition du Rwanda et du Rwandais, ce n'est pas d'être un dépotoir des friperies américaines. Alors là, c'est idéologique, on est dans l'idéologie. Parce qu'on peut parler de statistiques, rappelez-vous. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la protection du marché dont il s'agit. Abdoulaye Diawara. Regardez cet accord entre les États-Unis et ces pays africains, rappelez-vous, 69%, c'est sur l'industrie du pétrole. Vous comprenez? Oui, donc ça veut dire que c'est la politique des États-Unis de diversifier en réalité ses sources d'approvisionnement. Oui. Donc par conséquent, que ces secteurs-là, rappelez-vous, l'Afrique, on n'a pas accès, en réalité l'Afrique n'a pas accès à la mondialisation. Et donc cet accès à la mondialisation est limité par le fait que la plupart des échanges, notamment commerciaux, se font entre les pays développés. Et cet accord, en réalité, favorisé, et c'est un accord mineur, vous n'allez pas dire effectivement que cette limitation... Il y a d'innombrables facteurs à ça, n'est-ce pas? La difficulté pour les pays africains de tirer profit de la mondialisation. Oui, mais il y a d'abord les tissus économiques africains qui... Absolument, qui doivent s'inventer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que le Rwanda va résister finalement à la pression américaine? On ne peut pas penser que le Rwanda va résister, on peut espérer que le Rwanda résiste. Et quand on voit la détermination des Rwandais aujourd'hui, la réponse est évidente. Et puis, on voit les chiffres, qui ne sont pas moins importants. Quand vous regardez, les Américains exportent au Rwanda pour plus de 425 millions. Les Rwandais exportent vers les États-Unis pour moins de 3 millions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, que les Rwandais se disent la protection du marché pour une meilleure consommation des produits nationaux et pour une meilleure protection de notre industrie nationale, eh bien, la moindre des choses. Pardon, c'est la spécialité des Américains que de se protéger eux-mêmes et de protéger leur marché. Pour peu que cela leur soit appliqué, ils crient au scandale contre un pays allié, ami et proche. C'est la loi du marché, mais la loi du marché, au bout d'un moment, ceux qui ne se l'appliquent pas, il faut faire attention d'aller leur rappeler de temps en temps. Quand ils ne l'acceptent pas, vous la leur appliquez. C'est ce que le Rwanda fait. Je n'ai aucun doute de la détermination. C'est juste une suspension. Ça veut dire que des négociations peuvent s'ouvrir pour... Ce que je voulais souligner également, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est une suspension et le Rwanda n'a vraiment rien à gagner à ce qu'il sorte de l'AGOA. Il n'a pas peur. Quand je dis cela, c'est qu'il y a des enjeux qui sont absolument importants pour ce pays dans le cadre justement de son émergence. Je crois que le marché américain est important pour le Rwanda. Ce qui veut tout simplement dire que le Rwanda sera amené à négocier et à revoir ses tarifs pour l'instant qui sont prohibitif. Alors il lui reste, me semble-t-il, un peu moins d'un mois pour se décider. Voilà. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.